Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission sur Espace TV. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. 00224 657 39 13 13. Sinon, pour nous joindre, évidemment, sur Twitter, ça se passe là également. Hashtag Espace GG. Et bientôt, on va essayer de faire un effort du côté de Facebook, entre autres, avec Sola Media qui relaie cette émission de ce côté. Merci à vous tous à l'international. Oui, on s'intéresse à l'actualité, je le disais tantôt, depuis la disparition donc de son leader premier, le 29 janvier 2016, l'UPG n'est pas allé mieux aux prises donc deux héritiers revendiquant chacun un droit de succession à la tête du parti de l'Union pour le progrès de la Guinée jusqu'au 5 septembre dernier avec la chute d'Alpha Condé. Les cartes ainsi rabattues, l'heure est de nouveau donc au repositionnement. L'UPG comme dans les autres formations politiques, l'avènement du CNRD est commenté en ligne de mire la transition dont les termes restent à définir. Question ce matin, quelles sont les propositions de l'UPG pour la transition guinéenne? Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, il sera avec nous dans cette émission ce matin, les GG. Oui, un moine catholique agressé et traîné donc par une population en colère à Kendoumaya, à Koya, au monastère catholique. Les choses sont allées plus vite que prévu. Un vieux conflit donc rebondissement portant sur un domaine attribué donc à l'église catholique depuis une trentaine d'années a fini donc par dégénérer avant l'intervention des forces de l'ordre. On s'intéresse là-dessus ce matin avec Laurent Aimable Leno. Il sera avec nous dans cette émission, mesdames et messieurs. Le problème, c'est nous, les hommes en boubou. Un imam brise le silence sur la transition et les dérives donc qui ont conduit. Il indexe les religieux et les conditions, et les coordinations régionales qui, dit-il, ont préféré chercher à s'enrichir. Qu'est-ce qui fonde ces déclarations? Nous essayons de comprendre ce matin, mesdames et messieurs, avec Elhaj Mohamed Chérif Abdallah. Il est imam. Il sera avec nous un peu plus tard dans cette émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Allez, on va aller avec vos réactions évidemment sur le 657 39 13 13. Voilà, le temps que ça s'ouvre, parce que là, c'est bloqué. Amadou Sow, j'arrive pas. On va y aller avec quelques réactions des auditeurs. Voilà, sur toujours le 657 39 13 13. Beaucoup de réactions ce matin avec cette première réaction qui nous parvient. Qui exactement? Voilà, sur Twitter, on va y aller parce que là, j'arrive pas à ouvrir de l'autre côté avec Amadou Sow qui va faire un effort d'ouvrir vos messages. On a Zébal Traoré qui nous écrit sur Twitter. Zébal, qu'est-ce qu'il dit ce matin? Bonjour les GG. Pour la transition, j'espère que le colonel ne va pas jouer au jeu de ces gens-là pour CDD. Il doit vraiment chercher une bonne équipe de com, sinon c'est pas gagné pour lui. Et la constitution de 2010 n'est pas à l'image donc de la Guinée. Vive une nouvelle constitution. Évidemment, c'est Zébal Traoré qui nous envoie ce message. On reste dans le sillage avec CC Jean-Louis Lois, le bourgeois, qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Qu'est-ce qu'il dit? Et la constitution de 2010 et de 2020 doivent être bannies au profit d'une nouvelle constitution que tous les Guinéens de tous bords, sans distinction, aucune vont rédiger. Il faut tout recommencer à zéro s'il le faut. C'est Jean-Lois, le bourgeois, qui nous envoie ce message. Kadiata Madi Chérif qui nous écrit également sur Twitter. Bonjour les GG, je pense que la démarche du CNRD est sans équivoque car la réécriture d'une nouvelle constitution est souvent le mot d'ordre du colonel Doumbouya. Pourquoi CDD tient-il tant à la constitution de 2010? Pose la question notre ami. On reste avec Intime Diaby qui nous écrit également, l'enfant de Kourou qui nous écrit. Bonjour les GG. Lamine, il nous faut une nouvelle constitution, il le dit. Merci beaucoup. On reste avec Lamabank Diallo également qui nous écrit. Bonjour les GG. Certes, nous avons assez de partis politiques, mais peu de politiciens. Une autre précipitation nous conduirait droit dans le mur. Merci beaucoup. Voilà. Sinon, on reste avec cet autre également, Sekou Chek d'Akité qui nous écrit sur Twitter. Quand le colonel dit ceci, nous n'acceptons
n'accepterons aucun agenda individuel. Je pense qu'il lève dès lors donc toute ambiguïté sur cette question de constitution. D'ailleurs, il a toujours insisté à ce que la constitution soit réécrite. Voilà, il veut dire. Je doute donc qu'on conduise, voilà, il veut dire, celle de 2010, #espace, j'ai fait un peu d'effort quand même. On reste avec cet autre également qui nous écrit, lui c'est Baldé sur Twitter, qui dit bonjour les juges, en ce qui concerne donc cette constitution, nous voulons une nouvelle constitution, donc voilà, merci beaucoup. On reste avec Louis Mamadi qui nous écrit également sur Twitter, pour une réforme effective et efficace, il est nécessaire de se doter d'une nouvelle constitution dans laquelle la désignation des magistrats doit être retirée à l'exécutif. Merci beaucoup mon cher ami. On reste avec Mohamed Lamine Mola Doumbouya également qui nous écrit sur Twitter le #EspaceGG qui dit quoi exactement? Bonjour le turbo blindé. En Guinée, tu ne peux pas avoir le bac, aller à l'université et bénéficier donc des bourses sans gêne avec la complicité des autorités et sans cela et c'est cela ce qui explique, il veut dire la pléthore dans les classes d'université. Merci mon cher Doumbouya. On reste avec Mohamed Abourakrin H6C également qui nous écrit bonjour les GG, les nouvelles autorités doivent assainir le secteur des universités privées. Merci. On reste avec Excellence Konaté également qui nous écrit sur Twitter bonjour les GG, bonjour à toute l'équipe. La politique et la stratégie ne sont qu'une perpétuelle concurrence entre le bon dans le bon sens, voilà, et l'erreur, voilà. Cellou Dalein Diallo doit faire très attention. C'est une erreur politique qu'il est en train de se livrer, donc c'est dommage. Merci beaucoup. On a qui encore qui nous écrit toujours sur Twitter, très nombreux ce matin à nous écrire. Lui c'est Baldé Ibrahima qui nous écrit sur Twitter. Bonjour les GG. Il y a tellement de magouilles dans notre pays qu'on risque de s'évanouir à entendre les sommes colossales qui s'évadent dans la nature. La Guinée a trop de problèmes, dit cet auditeur Baldé Ibrahim. On reste avec Lamine Harlem Fofana Oulada qui nous écrit également bonjour les GG. La biométrie n'a pas de problème dans l'enregistrement des étudiants, mais plutôt les personnes qui gèrent cette plateforme et la complicité donc des encadreurs des universités. Oh ma pauvre Guinée, s'exclame notre ami Lamine Harlem Fofana Oulada qui nous envoie ce message. Voilà, on va toujours rester dans le sillage avec cette autre réaction également. C'est de Lamarana Yemberin qui nous écrit il faut une nouvelle transition. Moi je vous dis bonjour. Voilà, quand vous écrivez vous dites bonjour. C'est aussi simple que ça. Bonjour Lamarana. Donc il y a une nouvelle transition mentale avant de penser transition politique pour une Guinée heureuse. Voilà, merci beaucoup. Là Junior Condé évidemment comme par magie qui réagit ce matin. Là Junior Condé. Lamine bonjour. La constitution de 2010 n'avait pas prévu la candidature indépendante. On n'en veut pas. Voilà, il dit ce matin, là, Junior Condé qui nous envoie ce message. On ne veut pas de candidature indépendante. Je vois, c'est des flèches en fait. Pauvre là, Junior Condé. Allez, notre invité s'est déjà installé dans ce studio, mon cher Jacques Leno, évidemment. Très heureux de l'avoir, évidemment. C'est bien sûr Maître Jean-Alfred Matos, président de l'UPG. Il est avec nous dans ce studio. Maître, bonjour. Bonjour. Bienvenue. C'est moi qui me remercie de l'invitation que vous m'avez faite. Il y a longtemps que je ne suis pas dans vos studios. C'est vrai. Et si Espace existe aujourd'hui, c'est grâce à lui. Voilà. Je vous le dis clairement parce que c'est lui qui a constitué un petit peu en fait tout ce qui est papier d'Espace et tout ça. Voilà, c'est un peu ça. Ok, j'espère que si vous ne me rendez pas la monnaie. On ne vous rend pas la monnaie, on vous en remercie. Mais cela ne vous fera pas différemment traiter dans ce studio. Mais je m'en doute. Je m'en doute bien. On vous traitera comme un invité ordinaire. Je m'en doute. Je suis prêt pour. Monsieur Matos, bienvenue beaucoup. Bienvenue dans cette émission, pardon. Bienvenue dans cette émission. Je me le dis comme ça, hein, s'il y a un héritage que le président Alpha Condé nous aura laissé, c'est bien le bicéphalisme au sein des formations politiques et syndicales. C'est votre cas. Oui. Vous êtes président de l'UPG. Jacques Bonimi est président de l'UPG. C'est qui le président de l'UPG? Écoutez, je ne veux pas encore, et ça c'est tout ce que je vais dire, passer mal expression à vos confrères déjà. Ouais.
Il y a eu, si vous voulez, une crise qui est partie d'un congrès extraordinaire qui a été tenu d'une manière scélérate pour élire Jacques Bonomi, mais cela au mépris des textes fondamentaux de notre parti. Oui. Et nous sommes réunis, nous avons dit que nous avons lavé le linge sale en famille et que nous allons faire le congrès du consensus, ce qui est en cours en ce moment. Congrès de consensus. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est nouveau, hein? Oui, c'est nouveau. Pourquoi? Parce que nous sommes en avance sur ce qui se passe en ce moment. Donc, ça veut dire que dans tout parti, il y a des courants. C'est évident. Il y a des velléités, c'est évident. Il y a des appétits, c'est mal l'expression, c'est évident. Donc, mais c'est les militants qui décident du sort des dirigeants qui vont prendre le vote. Donc moi j'ai été élu pour le 4e congrès. Il a fait un congrès extraordinaire auquel j'étais absent pour des raisons personnelles. Ensuite... Mais est-ce qu'en le faisant, votre mandat n'était pas à terme? Non, mon mandat n'était pas à terme. Mon mandat est en cours. C'était pendant la 2e année de mon mandat de 4 ans que ce congrès extraordinaire a été tenu à mon insu. Donc, qu'à cela ne tienne. Aujourd'hui, l'état des lieux, c'est qu'il y a un congrès du consensus qui est programmé. Mais vous étiez d'accord avec ce congrès? Non, on était d'accord pour... Puisque nous avons fait des élections communales, on n'était pas satisfait des résultats que nous avons eu à faire. Il fallait revoir un peu notre stratégie électorale et voir ce que nous devions faire. Donc c'était un congrès qui n'était pas un congrès électif. Ils l'ont transformé en électif. J'étais absent et j'ai même écrit au MATAP pour leur dire que nous reportons, il n'y avait pas péril à la demeure, que nous reportons ce congrès. Mais sauf que le ministère a pris acte. A pris acte, oui, bien sûr. Ils ont pris acte de ma lettre et malheureusement, encore, ils ont pris acte du congrès extraordinaire. Donc ça a porté comme porte. Le ministère n'a pas vocation à gérer les activités des partis. Le ministère a vocation de réguler. C'est ça leur vocation. Ils prennent acte. Donc aujourd'hui, mon mandat est en cours, mais nous avons mis tout cela dans un même vocable pour que le congrès de consensus qui arrive maintenant en octobre va être fait. Si les militants qui vont être convoqués avec la pandémie, puisque le nombre, j'étais à 179 du monde délégué quand j'étais élu. Maintenant, nous réduisons le nombre à 50, mais comme le quorum sera atteint, donc voilà, celui qui passera, qui sera élu, sera celui qui dirigera l'UPG. Expliquez-nous ce concept de congrès par consensus. Ça implique quoi exactement? Bon, écoutez, vous savez, l'UPG a des origines. Vous avez la famille biologique de grandes gueules. Et vous avez les initiateurs, les fondateurs de l'UPG qui ont pris leur retraite. Ils n'ont pas d'activité au sein du parti, mais ils veillent. C'est eux qui nous ont appelés. Dire, il y a deux courants. Et j'ai même dit quelque part que Jacques et moi, nous sommes nécessairement complémentaires. Donc, ils ont dit pour ce faire, c'est les militants qui doivent décider. Donc, le mot consensus vient de là. Mais ce qui est encore mieux, c'est qu'aujourd'hui, il persiste ces signes. Nous, qui sont d'accord pour le consensus, nous avons les attributs du parti, nous sommes au siège national, c'est nous qui dirigeons le parti, nous avons le sceau du parti, donc je crois que la légalité est pour nous. Nous cherchons maintenant la légitimité que les militants, enfin les délégués des militants viendront confirmer au Congrès. Alors, maître, vous parlez de courant. Il y a cette divergence de courant entre vous et Jacques Bonimi. Jacques Bonimi, qu'on connaît, membre de la NAAD, qui est vraiment de l'opposition, vraiment comme opposition. L'aile dure. L'aile dure de l'opposition. Monsieur Maître Alfred, lui, quand même, qu'on a vu faire des yeux doux au pouvoir d'Alpha Condé, qui, quand même, a été celui qu'on a vu très proche du RPG Arkansas ou du pouvoir en place. Comment pensez-vous pouvoir concilier aujourd'hui vos positions, vous mettre ensemble pour la survie de l'UPG? Le testament politique de Feu Jean-Marc Doré, c'est le centre. Le RPG Arc-en-Ciel et le UPG ont fait des alliances politiques en 2015, du vivant du Feu Jean-Marc Doré. Donc moi, je suis à l'endroit, comme dirait l'autre. Je suis dans le testament politique de Jean-Marc Doré. Mais il n'y a pas ce courant quand même en Guinée. La constitution n'est... Mais vous avez un courant, légalement, ce n'est pas fait. Mais sur le plan de ceux qui n'assistent pas, vous avez parlé de bipolarisation aujourd'hui de la vie politique, l'UPG d'un côté, le RPG d'un côté. Et ceux qui sont nés dans l'un ou dans l'autre, vous les placez où? C'est un courant. Mais ils doivent s'aligner quelque part. Pardon? Ils doivent s'aligner quelque part. Oui, ils doivent s'aligner quelque part. Le dit ainsi, mais la Constitution, justement, ça tombe à propos. La nouvelle Constitution nous fera en sorte que ce courant-là existe. Vous n'êtes pas sans savoir que Mohamed Silla, qui est chef de l'opposition, disait qu'il était de l'opposition centriste. Donc ce courant-là commence à générer.
c'est la légifération légiférer maintenant ce courant qui doit exister. Mais dans les faits, ceux qui ne sont pas dans l'UFDG ou dans le RPG, il faut les mettre quelque part. Est-ce que Maître Matos, aujourd'hui, le parti reprend le congrès consensuel comme vous le dites, vous pensez vraiment que Jacques Bonimi est-il prêt à quitter l'ANAD, à quitter cette autre faction politique qui est quand même une aile dure de l'opposition ou de la classe politique, Les vous grandes rejoindre gueules. et vous suivre dans votre dynamique de rapprochement à un autre courant qui ne soit pas celui que lui défend de l'autre côté? Vous savez, ni lui ni moi ne sommes propriétaires de l'UPG. C'est le congrès qui décidera et de la ligne politique et des dirigeants. Si le congrès choisit M. Jacques Bonimi, s'il est candidat, ou moi, ou un autre, c'est le congrès. Donc ceux qui ne seront pas dans le congrès seront hors du congrès, sont hors la loi. Par conséquent, celui qui se prétendra de l'UPG en dehors du congrès qui va être prévu, je pense que, vous suivez mon regard, il ne sait pas dans la légalité. Un mot sur votre gestion, parce que vous avez dit tout à l'heure, les choses ne se sont pas bien passées. Pendant les élections communales, vous aviez fait alliance avec l'Union des forces républicaines. Vous êtes conseiller communal par ailleurs, c'est bien cela. Oui. Donc, est-ce que vous assumez l'erreur ou disons l'échec que vous avez enregistré pendant disons cette période? Est-ce que l'héritage de Jean-Marie Gouré, vous avez eu du mal à le supporter, vous reconnaissez cela? D'abord, je vous dis, pour d'abord succéder à Jean-Marie Gouré, c'est pas quelque chose de facile. Parce que l'icône que vous connaissez a été du centre de tout temps. Mais aujourd'hui, ce que je peux vous dire, nous avons convoqué ce congrès extraordinaire justement pour faire le ménage, pour essayer de faire le point de ce qui n'a pas marché. L'alliance avec l'UFR n'est pas de moment. Au moment de la législature, nous avons fait un groupe parlementaire avec l'UPG, nous avons 2 partis, il fallait 12 membres pour faire un groupe parlementaire. Nous étions avec l'UFR. Ce n'était pas de mon temps. Les grandes gueules. Je ne suis pas venu conseiller communal au hasard au niveau sur la liste de l'UFR. Mais en fait, qu'est-ce qui se passe? L'UPG est toujours indexé comme un parti de la forêt. Dans ma stratégie, toujours, je dis c'est pas la vérité. C'est une stigmatisation. Passez-moi l'expression. Dans ma stratégie, j'ai dit comment intégrer l'électorat de la capitale. Ou national. Donc, national. Donc, c'était une opportunité. L'UFR m'a fait appel et je suis de Ratoma depuis très longtemps. Et j'ai fait un sondage de ce que ça valait de venir dans cette alliance. Et je me suis présenté donc dans l'objectif. Mais cela m'a valu de dire que je suis de l'UFR et qu'un président de l'UPG ne peut pas se présenter sur la liste d'un autre parti. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. Moi, je considère que chaque fois qu'on peut avoir un suffrage électoral, il faut y aller. Est-ce que votre problème ne viendrait pas justement de là? Parce que c'est leur problème, pas mon problème. Dire que c'est un parti, dire que c'est un parti national, mais on oublie souvent que c'est un parti qui amène à une base traditionnelle. Et on ne peut pas rompre avec cela. Que répondez-vous aujourd'hui à ceux qui pensent que ce parti est devenu tout simplement une coquille vide et c'est finalement l'ANAD qui est en train de monter en puissance? Écoutez, l'ANAD, c'est un consortium. Oui, c'est une alliance politique. Mais au sein de l'ANAD, on sait qu'il y avait l'UNAD. C'est l'UNAD, finalement, qui est une extension qui devient l'ANAD. Mais on sait qu'au sein de ce parti, aujourd'hui, il y a beaucoup de partis qui se recommandent de la forêt, qui sont en train de prendre justement de la place où vous devez normalement réussir. Moi, je ne raisonnerai pas comme ça que le parti de la forêt. Je dis, c'est un parti national. J'ai dans mes convictions personnelles, je suis quelqu'un qui va chercher l'électorat, pas en me présentant comme parti de la forêt. Ça, je veux que cela soit clair tout de suite. Mais le congrès décidera du sort de la ligne politique du parti et de ceux qui dirigeront le parti. Voilà. Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Tamba. Moi, ce qui m'interpelle, c'est inspiré par la réaction de plusieurs acteurs, y compris au sein de votre parti politique. C'est finalement vos rapports avec la mouvance, avec le RPG Arc-en-Ciel, donc la mouvance présidentielle telle qu'on l'a connue ces dernières années. On est allé parfois jusqu'à suspecter que vous fassiez à la Kassory, si vous preniez les rênes du parti, votre ambition serait justement de
pas seulement l'allier, mais le fondre à l'intérieur du RPG Arc-en-Ciel. Donc 2 questions. Quels étaient vos rapports jusque-là avec le RPG Arc-en-Ciel et qu'en est-il de ce préjugé de fusion? Les grandes gueules. J'ai dit tout à l'heure que le testament politique de Jean-Marie Doré nous ont laissé dans une alliance avec le RPG traditionnellement. Vous vous souviendrez qu'il a été Premier ministre de la transition qui a apporté cette démocratie. Donc, par rapport au rapport avec le RPG, nous avons eu à faire une réunion après les élections de 2015 en leur disant, dans une élection, il y a avant, pendant et après. Quel est le sort de l'UPG après l'élection présidentielle à laquelle vous avez gagné, vous avez pris part et votre leader a gagné? On n'a pas eu de réponse. Donc, le Congrès, c'est les militants qui décideront. En fait, quand j'ai été élu, il y avait une fronde. Il disait d'aller directement à l'opposition. Je dis attention, il ne faut pas que nous soyons dans l'émotion pour aller là où on ne nous a pas laissé. Bien. Il fallait faire de la réflexion. Donc, pour répondre à votre question, je suis encore président de l'UPG. Si je voulais fondre avec le RPG, ce serait fait depuis. Ça, je vous tiens à vous le dire. Vous pouvez le faire? Non, vous pouvez le faire sans les autres? Non, mais il y a des textes fondamentaux. Il y a le bureau politique, il y a l'Assemblée, on aurait convoqué une Assemblée qui aurait décidé du sort. Mais il y a des choses que... Mais vous, personnellement, vous n'avez jamais eu ce type d'intention en tant que président de l'UPG? Sinon, personnellement, je serais allé dans le RPG en tant que Matos Jean-Alfred. Bien. Je vous le dis. Mais l'UPG n'est pas, comme dirait l'autre, je ne peux pas paraphraser quelqu'un qui dit personne n'a le titre foncier de l'UPG, il ne faut pas galvauder le terme. Mais je dis, seuls les militants, les délégués ont le pouvoir de choisir la ligne politique de... Qui sont finalement ces militants dont vous parlez? Parce que on parle quand même de Jacques Bonimy. Jacques Bonimy, qui lui aussi se revendique à la tête de l'UPG. Mieux, j'ai quand même écouté certains membres de votre parti qui disent que l'héritier légitime de ce parti permettait l'expression. C'est bien Jacques Bonimy, parce que le président, le feu Jean-Marie Doré, l'aurait désigné ainsi. Au moment où j'étais élu, il était commissaire à la CENI. Je vous l'apprends. Quand j'étais élu avec 119 délégués qui étaient venus, le quorum était atteint et j'ai atteint les 90%. Au moment où on faisait l'élection, l'Assemblée générale extraordinaire qu'ils ont transformé en assemblée élective, c'est là il a été, mais avec 50, je ne sais pas, je ne connais pas le nombre, mais je pense que le quorum n'était pas atteint. Mais le fond du débat aujourd'hui, que vous disiez qui est légitime ou qui n'est pas légitime, mais le Congrès nous le dira. Bien. Allez, on va parler de l'actualité, évidemment, dans cette émission. Monsieur le Président, on parle de cette transition. Depuis le 5, vous le savez très bien, la Guinée a un nouveau patron. Je parle de la tête du pays, colonel Doumbouya. Comment vous avez appris, ce coup d'État? Bon, d'abord, en tant que catholique, je m'apprêtais à aller à la messe. Ok. Et mon frère m'a appelé, je fais une alternance entre la cathédrale Sainte-Marie et puis Saint-Augustin de Taouya. Ce jour-là, je voulais partir je venais de la baie à Sainte-Marie. Ouais. Et mon frère m'a appelé, il dit non, ne bouge pas, ne va pas. J'ai dit pourquoi? Il me dit ça ne va pas. Donc chacun a ses réseaux. C'est sur les réseaux sociaux que j'ai appris que le coup d'État a été fait. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les coups d'État classiques, on prend la radio, puis mais c'est sur les réseaux sociaux que tout le monde a eu cette nouvelle. Et à partir de ce moment-là, je crois que chacun a commencé à prendre acte. Ouais. C'était prévisible pour vous ou pas du tout, Maître Matos? Écoutez, les signes avant-coureurs, on pouvait le sentir. Parce que, vous savez, les prisonniers politiques, la constitution décriée, le panier de la ménagère, il y avait quand même, les ingrédients commençaient à se réunir. Mais j'avoue que le mode opératoire était vraiment supérieur. Faire ça un dimanche, et avec une rapidité, pour ne pas dire facilité. Coup d'État 5G, comme on dit. Bon, quelqu'un m'a dit de l'extérieur, un ami m'a dit que vous avez fait un coup d'État avec civilité. J'ai dit non, je ne sais pas si c'est avec civilité, c'est pas possible. Un coup d'État, c'est antinomique. Donc je dis et je répète, s'il y a avant-coureur, certes, mais le mode opératoire et le moment de le faire, ça je crois que j'ai été autant surpris que beaucoup d'autres. Alors, puisque vous l'avez dit, les signes avant-coureurs étaient là déjà, et comment vous percevez ce coup d'État aujourd'hui, sur renversement d'Alpha Condé, qui était quand même en cours de mandat, même si c'est un 3e mandat? Par principe, l'éruption des militaires dans l'arène politique, on a toujours parlé de la...
parce qu'il n'y a pas d'alternance. Mais l'alternance seule ne suffit plus. Il faudrait que la population, on a vu des présidents à vie, pratiquement, pas seulement l'expression, mais les populations ont toujours eu, si vous voulez, le minimum vital. Il faut beaucoup d'ingrédients aujourd'hui pour que les militaires puissent justifier, du moins, leur entrée dans la scène politique. J'ai apprécié les premiers discours, Rawlings l'a cité, qui dit quand l'élite fait de la brimade sur sa population, les militaires ont le droit de... Est-ce que c'est d'actualité? Ça prouve, parce que l'euphorie après ce coup d'État, c'est pas nouveau. Ça veut dire que vous prenez acte, vous saluez ce coup d'État? On l'a déjà dit. Vous saluez le coup d'État? Alpha Condé devait partir. Écoutez-moi, un coup d'État, c'est quand vous saluez, ça va de soi. Ça va de soi qu'il devait partir. Je vous dis encore ce que je peux rajouter, c'est qu'à ce niveau... Vous n'êtes pas malheureux en apprenant cela? Non, écoutez, on met le compteur à zéro. Mais non, mais attendez, on va parler vrai là. Vrai. Ici. Voilà. Vous n'êtes pas malheureux. Malheureux, le terme n'est pas trop fort, parce que moi je suis issu d'un fait politique. Mon papa est mort au Cambaro. Donc au regard de tout ce que vous dites, parce que vous dites qu'il y avait des signaux, donc ça veut dire que c'est légitime ce coup d'État-là. Oui, puisque oui, c'est légitime. Il faut que l'armée, les militaires prennent leurs responsabilités. C'est la seule force organisée. On a bâillonné les partis politiques. On ne leur a pas permis de siéger. Les sièges ont été ballonnés. Même vous, la presse. Ouais. Il y a un acteur de l'opposition qui dit que, compte tenu de ce que Doumbouya a fait, lui dit que c'est salutaire. D'ailleurs, je vais taire son nom, il part plus loin pour dire qu'il faut proposer dans la prochaine constitution qu'on dise explicitement, lorsque la Cour constitutionnelle échoue, le procureur de la République n'arrive pas à arrêter le président, et qu'on dise explicitement que l'armée puisse prendre le pouvoir en Afrique. Est-ce que vous pouvez militer pour une telle chose? C'est terrible, Diba. Moi, je suis juriste pur et dur. Les grandes gueules. Mais inscrire ça dans une constitution, c'était trop dire. Mais ce que je pourrais dire, par contre, il faut une refonte. Et la lettre du cardinal Sarah, je sais pas, m'a beaucoup interpellé. Il faut une refondation de la société. Il faudrait une transition, elle doit avoir un timing, elle doit avoir un contenu. Il y a eu déjà la transition de 84, ça vous le savez, mais celui qui est plus récent, c'est la transition de CNDD, où les concertations sont venues après la mise en place du gouvernement et de CNDD. Mais c'est aujourd'hui, ils consultent, ils ratissent large avant de prendre ces décisions. Les grandes gueules. Quel est le contenu qu'il donne à cette transition? Parce que cette transition a nécessairement une durée. C'est un choix que vous ne comprenez pas, le fait de... Ah si, je comprends. Je comprends. Parce que je dis, il faut écouter. Il faut être à l'écoute du peuple, surtout des forces, ceux qui composent les forces vives de ce pays, pour prendre acte de le ressenti qu'ils ont, et ensuite le temps de la réflexion, et ensuite le temps des actes. Bien. Allez, on va parler de propositions maintenant, oui, Mafoudia Bangoura. Justement, Mafoudia, d'accord. Vas-y, Jacques. Vas-y. La galanterie vous oblige au moins. Les grandes gueules. Parce que vous aviez parlé tout à l'heure du contenu qu'il fallait donner à cette transition. Et concrètement, pour vous, qu'est-ce qui doit être fait? Peut-être en combien de temps pour que nous puissions sortir de cette exception? Bon, écoutez, d'abord, pour qu'une transition soit... il faut qu'elle soit crédible. Il ne faut pas que le juge est parti, il faut être arbitre. Quand vous venez pour une transition, il ne faut pas prendre part aux prochaines joutes électorales. Ce n'est pas possible. Vous pouvez être jugé parti. D'abord ça, le principe doit être clair. Ensuite, une transition doit avoir un contenu. Il faut des audits. Pour ne pas commettre les erreurs du passé, il faudrait faire en sorte que ce filtre des audits, que personne ne puisse passer, ou les vieux chevaux de retour, passez-moi l'expression, reviennent encore comme on a vu par le passé. Donc, je n'ai pas de leçon à donner, mais je pense que... Est-ce qu'il faut obligatoirement une charte? Parce qu'on le voit, c'est à la mode. Quand on prend le Mali, on prend le Burkina, entre autres. Est-ce que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de se référer à une charte pour mener à bien cette transition? Moi, je pense qu'ils doivent... une charte comme unilatérale. Oui, parce qu'ils doivent être, pour moi, ils doivent être comptables. Les grandes gueules. Responsables de leur transition. Il n'y a aucune pression, parce que la pression vont venir de part et d'autre pour dire... Ça a déjà commencé. Qu'il faut aller vite pour qu'on aille aux élections. Mais les élections, pourquoi? On a eu tant d'élections, qu'est-ce que ça a donné? Donc, essayons encore de faire confiance, mais il faudrait qu'ils aient une attitude d'arbitre,
d'être au-dessus de la mêlée. Bien. Maître Jean-Alfred Matos, président de l'UPG, notre invité ce matin chez les juges. Allez-y, Mafoudia. Alors, les Guinéens semblent vouloir tout et beaucoup de choses en même temps. Dites-nous, avec le gouvernement de transition qui devrait être mis en place, on se rappelle avec le CNDD, c'était Jean-Marie Doré qui était là. Aujourd'hui, avec un gouvernement de transition, dites-nous qu'est-ce qui pourrait être la priorité pour cette équipe aujourd'hui avec le CNRD. Merci bien. C'est d'abord consolider les fondamentaux de la République. Parce que la République guinéenne existe toujours. Ouais. Les fondamentaux de la République, Obama l'a dit, je cite toujours le Ghana parce que je sais qu'ils ont bénéficié de 2 coups d'État de Général Luis, mais aujourd'hui ils bénéficient d'une démocratie stable, avec des renouvellements, avec des mandats bien mesurés. Mais je dis, les attentes des populations sont grandes. Ils ne peuvent pas faire le parcours du combattant, faire les 10 travaux d'Hercule, c'est pas possible. Il faudrait juste asseoir les fondements de la République, faire un filtre, ne pas que les hommes et les femmes qui vont occuper les institutions fortes de cette République, les grandes gueules, nous amènent à ce que nous avons connu. Donc le délai pour vous, ça n'a pas de sens. Il faut accorder le maximum de délai qu'il faut, parce qu'on voit beaucoup de politiques aujourd'hui très pressés à se dire il faut aller vite, il faut aller vite. Je n'ai pas la prétention, Lamine, de vous dire quelle est la, mais je pense que pour être concret, il faut un minimum de 2 ans. 2 ans, minimum. L'appétit vient en mangeant. Hein. Oui, ça, c'est humain. On a vu mon frère Ladis ici, si je veux. On se rappelle encore cela. Est-ce que vous ne trouvez pas que accorder beaucoup plus de temps sans contenu à cette junte, on risque de tout mélanger et ne rien faire, ne rien obtenir comme résultat, ou de mettre maintenant, comme vous parlez de 2 ans, et le contenu de la transition soit défini fondamentalement, les audits, pour qu'on aille vite, pour ne pas encore, parce qu'on a trop serré la ceinture. Est-ce que c'est le rôle même des militaires? Non, en fait, tout ça. La durée et le contenu doivent aller ensemble. C'est un couple. Hein. On ne peut pas vous donner de durée sans donner de contenu. Il faut justifier la durée par le contenu. Donc, nécessairement, la charte dont parlait M. Guirassy était nécessaire, mais je ne voudrais pas qu'on leur impose, parce qu'à la clé, ils doivent être comptables. Vous avez tout à l'heure la petite vie, je dis, mais il faut faire des garde-fous en sorte. L'international nous observe. Mais les embargos peuvent être venir. Si on ne fait pas les choses intelligemment, enfin les militaires ne font pas, ceux qui sont aux affaires ne font pas les choses intelligemment. Moi, j'apprécie d'abord les secteurs miniers, ne pas les fermer. Et vous savez que c'est les mines qui stabilisent notre monnaie, ça aurait pu impacter durablement sur le panier de la ménagère qui en souffrait déjà. Donc je pense qu'il faut leur donner encore un gage de confiance pour que l'avancement. Au Mali, il y a beaucoup qui ont milité aujourd'hui qui militent d'ailleurs pour une prolongation de la transition, parce que les élections sont prévues le 27 février. Au regard des chantiers qui attendent la junte, le découpage territorial n'est pas encore fait. C'était une promesse pour 6 mois. La révision constitutionnelle n'est pas faite. Ils doivent repenser le système électoral et mettre en place l'organe de la gestion des élections. Rien n'est fait. Est-ce qu'en Guinée, vouloir ne pas cantonner ces militaires-là, on ne risque pas de se retrouver dans le même scénario, à demander un moment une prolongation encore de la transition, sachant qu'on a quand même des exigences à répondre? Le seul risque qu'il faut éviter, c'est qu'ils ne soient pas arbitres jusqu'au bout. Ça, c'est ce qu'il faut déjà, c'est ce qu'il faut prendre, c'est le lait sur du feu. Pas seulement l'expression, il faudrait qu'ils soient arbitres jusqu'au bout. Maintenant, quel que soit le contenu, à partir du moment qu'ils vont aboutir à un processus électoral, un fichier électoral bien ficelé, moi je pense qu'il n'y a pas de raison. Parce que se précipiter sur des élections, un processus électoral et aboutir encore à des émeutes que nous avons connues, à des troubles que nous avons connus, je pense que ce n'est pas nécessaire. Bien. Maître Alfred Matos, notre invité ce matin, allez-y, Tamba. Alors, 2 questions rapidement. Vous avez entendu la CEDEAO, 6 mois de transition pour l'institution régionale, 6 mois de transition. C'est Loudalen Diallo qui se dit favorable à la constitution de 2010. C'est quoi votre position sur cet avis de monsieur Diallo? C'est la première question. La deuxième question, vous parliez tout à l'heure des fondamentaux de la République. Un des mérites de la gouvernance Alpha Condé, c'est d'avoir doté la Guinée à la fois d'instruments et d'institutions. Ça, c'est un véritable mérite. Que faut-il faire et de quoi parlez-vous quand vous parlez de fondamentaux de la République? Il y a quoi dans ces fondamentaux-là? Quand je parle de votre deuxième question, quand je parle de fondamentaux, c'est que les hommes et les femmes qui vont composer ces institutions-là soient suffisamment à la hauteur de leur mission pour pouvoir
conduire la Guinée à bon port. Mais ça, des fondamentaux de la République, ça, c'est des fondamentaux On de a la des République. institutions fortes, c'est pas de l'abstrait, c'est des hommes et des femmes qui contiennent. Oui, mais institutions qui font des vous avez dit que le CNRD doit travailler à construire les fondamentaux de la République. Les grandes Mais gueules. des hommes avec des compétences, c'est pas les fondamentaux de la République. Je dis, vous avez cité que les fondamentaux déjà sont en place. Vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez l'Assemblée et tout, vous avez la Cour des comptes. Je dis, quelles que soient les institutions que vous mettez en face, pour qu'elles soient fortes, c'est le contenu, les hommes et les femmes qui accompagnent, en fait, qui pilotent ces institutions, et la probité, et puis l'indépendance de ces institutions-là dépend des hommes. Vous avez, paix à son âme, le président de la Cour constitutionnelle, qui a eu le courage de dire, voilà, on ne peut pas, je ne sais pas comment répéter sa phrase, mais cela a valu... L'écrivaine révisionniste. Voilà, exactement. Mieux, à l'époque même du PDG, le président secrétaire, le professeur, le cardinal Robert Sarah avait dit que le pouvoir use. Ouais. C'était prémonitoire. Donc aujourd'hui, maintenant pour répondre à votre première question, je dirais simplement que je n'ai pas la prétention de dicter, de faire un commentaire sur ce que le président Sello a dit, mais je crois savoir que même la constitution de 2010 avait été taxée d'une constitution faite entre 4 murs. La constitution qui en vaille la peine, c'est une constitution référendaire. Il faudrait que le peuple décide de son sort sur le plan constitutionnel. Voilà ma position. Voilà, Maître Jean-Alfred Matos, merci beaucoup en tout cas d'être passé chez les VG ce matin. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace. Au GG de Radio Espace, vous laissez pas distraire. Le meilleur instrument pour mesurer la compétence, c'est le nombre d'attaques des incompétents. Les GG, sur les ondes depuis plus de 8 ans. Merci de votre confiance. Aux vrais gens dans cette émission, mesdames et messieurs, évidemment, vous le voyez à l'écran, notre deuxième invité est l'Haj Mohamed Cherif Abdallah, il est imam. Avec lui, nous allons débattre dans un instant. Il le dit, le problème c'est nous les hommes en boubou. Oui, un imam qui brise le silence sur la transition et les dérives qui ont conduit. Il indexe donc les religieux et les coordinations régionales qui, dit-il, ont préféré chercher à s'enrichir. Qu'est-ce qui fonde ces déclarations? Nous essayons de comprendre dans un instant. Mesdames et messieurs, le temps pour Amadou Sow de joindre évidemment Laurent Aimable Leno, parce que là aussi on parle religion, ça se passe du côté de Koya, un moine catholique donc agressé et traîné par une population en colère à Kendoumaya, à Koya, au monastère donc catholique. Les choses sont allées plus vite que prévu, un vieux conflit donc un rebondissement portant sur un domaine attribué donc à l'église catholique depuis une trentaine d'années a fini donc par dégénérer avant l'intervention des forces de l'ordre. Nous essayons de comprendre dans un instant avec Amadou Sow qui va joindre maintenant même Laurent Aimable Leno, secrétaire général donc du conseil diocésain du Laïka, donc qui va intervenir dans un instant sur notre antenne sur Radio Espace Guinée. Allez, quelques réactions des auditeurs. Le temps pour Amadou de joindre évidemment notre invité au téléphone. Là, ça se plante, je comprends rien du tout. Voilà, Mafoudia, on a écouté notre invité, c'est Maître Alfred Matos qui était là dans ce studio. Ben oui. Ça continue un bicéphalisme un petit peu. Ben oui, ça continue. Et moi, je me dis que ce n'est pas prêt de s'arrêter parce que lui-même, il parle des électeurs, mais quand même, il faut dire que ce sont les mêmes qui sont là depuis plusieurs années et savoir que jusqu'à présent, on n'arrive pas à décider au sein même de la formation politique qui devrait être à la tête de la formation. Moi, je me dis que c'est pas gagné. Ce serait bien qu'il aille dessus. La question même que je voulais lui poser, c'est que à un moment donné, est-ce que lui en personne, il en a pas marre? Il se dit, bah écoute, je laisse tomber. Peut-être j'y vais avec ma propre formation politique. En tout cas, ça fait de trop. Ça fait que c'est même difficile de s'organiser en tant que formation politique parce que comment aller à la conquête de tout le pays lorsqu'au sein même, vous avez 2 représentants? À qui se vouer? Donc, il est important de trouver une solution ou d'arrêter à tout jamais. Il faut que l'un d'entre eux se décide, que ce soit Bonimi ou lui. Moi, c'est mon avis, que quelqu'un se décide à lâcher parce que Jean-Marie Doré, quand même, qu'on connaît, je me dis qu'il ne mérite pas ça. Il faisait partie d'un Non, écoutez, écoutez. Elle va finir. Oui, non. Pourquoi je dis il ne mérite pas ça? Non,
on comprend bien quand il parle de Bonimi qui aurait été le soutien légitime, enfin l'héritier légitime. Il y a ce débat, mais en même temps, quand je dis il ne mérite pas ça, je me rappelle un peu de ce que ceux-ci ont été comme leaders politiques à un moment donné avec les Sira Yuganlo et autres. Je veux dire que c'est bien dommage que sa formation politique en vienne. C'est mon avis, peut-être que vous avez une autre approche, mais moi je me dis que ça aurait pu se présenter autrement, qu'on ait des classes politiques qui soient à la hauteur et qu'on ne se retrouve pas à gérer pendant des années des bisbilles comme ça qui n'en finissent pas. On en a souvent dit, Jean-Marie Doré, à qui je rends hommage ce matin, il est responsable de ce qui arrive aujourd'hui au sein du parti, bien entendu. Comment ça, Jacques? Oui, mais c'est parce que vous avez construit votre parti à votre image, sur votre personne. Lorsque vous n'êtes pas là, les héritiers auront du mal à continuer. C'est la même chose qui est en train d'arriver depuis quelques jours avec le RPG Arc-en-Ciel. Voilà. On a du mal à connaître qui va succéder à Alpha Condé. La même chose est arrivée au PUP autrefois, c'est arrivé au PDG. Ça risque d'arriver à toutes ces formations politiques qui sont formées sur les leaders. Voilà, au-delà de la concentration sur le leader, il y a pire. Jean-Marie Doré a passé sa vie à ne pas nous dire clairement où il était. Bien. Vous lui posiez la question, est-ce que vous êtes de gauche ou de droite? Il dit partout, il y a la gauche, il y a la droite et puis il y a le milieu. Maintenant, aujourd'hui, au sein de son parti, il y a Matos qui est un opposant gentil avec la mouvance, et puis il y a entre guillemets l'aile dure qui est représentée par Bonimi. Et ça pose déjà des éléments de friction à l'intérieur de la construction et de l'orientation politique à donner juste un mot, Lamine, je pense que c'est sciemment fait parce que les fondateurs des partis, pour eux, c'est un patrimoine, un parti politique. C'est comme votre maison, c'est pour moi, après, je ne veux pas de successeur. C'est entretenu. C'est une association. Oui, ils ne veulent pas de successeur. Lorsqu'ils quittent, ils vont avec le parti. Je pense que ce qui est en train de se passer, ce sont les conséquences, justement, de ce manque d'alternance à la tête des partis politiques. Ça appartient à un homme, ça n'appartient pas à aux militants ou aux sympathisants. Si on en arrive à repenser cela, on peut avoir des partis qui vont survivre aux leaders. Présent de questionner aussi ceux qui sont autour de ces leaders, parce que c'est bien beau de dire ce sont eux qui s'éternisent, mais après on a des gens qui viennent au sein des formations politiques, pas pour des idées, mais pour accompagner un homme. Après ils deviennent même des valets de service. C'est assez compliqué, il faut, je pense, un travail collectif. Bien, allez, nous allons partir sur le terrain du côté de Koya, c'est bien ça, Jacques Léwa Leno, d'où nous attend donc Laurent Aimable Leno. Les grandes gueules. Bonjour, Laurent. Bonjour, pardon, excusez-moi. Bonjour, Laurent. Bonjour, Lamine. Bonjour, Jacques. Alors, bienvenue à cette émission. Nous l'avons appris, ce moine qui a été agressé hier par les populations de Kindoumaya. Dites-nous, racontez-nous un peu qu'est-ce qui s'est passé et quel est le climat qui prévaut actuellement sur place. Et merci à Espace. Bonjour d'abord à tout le monde. Bonjour à vos nombreux auditeurs. Bonjour à la population de Koya. Vous savez, les moines sont à Kindoumaya. On a eu l'espace depuis 1996. Nous avons plusieurs domaines là-bas où ils résident. Donc, ils résident dans un premier domaine, là où c'est construit, ils sont avec les sœurs. Les sœurs sont à côté, c'est-à-dire les Monias les sont à côté, mais aussi il y a d'autres sœurs qui sont à côté qu'on appelle les sœurs de Petite Notre-Dame de Guinée. Alors, je vais prendre juste le dossier en cours. Les frères sont dans un premier domaine que nous avons depuis 1996. Ce dossier, après un temps, un groupe de personnes s'est levé pour dire que c'est leur domaine. Alors, Monseigneur a monté le dossier, il a mis à la justice, il a porté plainte à la justice. Après vérification, la justice a notifié que ce domaine nous est à nous. Donc, ce domaine-là où il réside actuellement, que ce domaine est officiellement notre domaine. Donc, la justice s'est prononcée là-dessus que c'est pour nous. Le deuxième domaine qui est en face, là où les gens sont en train de venir réclamer que c'est leur domaine, mais aussi là où les frères habitent, ou aussi là où les sœurs habitent. Ce domaine de 5 hectares a été officiellement acheté légalement avec les papiers, avec la famille Kaloko Camara. Donc, cette famille a vendu officiellement à l'église catholique de Guinée ce domaine de 5 hectares. Nous avons les papiers avec nous et dont les signataires sont vivants. C'est-à-dire les signataires de Ousmane Camara, qui est le chef de secteur de Kindoumaya, mais aussi Badara qui est aujourd'hui commanditaire de ces mouvements. Camara est aussi vivant à Kindoumaya. Donc,
ces derniers temps, du mois jusqu'à septembre, ils ont fait 4 invasions sur ce domaine, détruisant les plantes et tout ce qu'on a construit là-bas, ils ont détruit, soi-disant que c'est leur domaine. Donc, la famille Kalogo Camara, c'est la famille là qui est en situation avec l'église, pas la population de Kédoumaya, pour que les auditeurs comprennent. Parce que les gens disent que c'est Kédoumaya et l'église catholique. Non, c'est la famille Kalogo Camara et l'église catholique. Bien. Allez-y. Et une question, c'est vrai que c'est un dossier un peu complexe parce que l'on se souvient des 35 hectares. À l'époque, il y avait un problème parce que nous apprenons que c'est le cardinal Robert Sarah qui avait acquis légalement les 35 hectares. À l'époque, il était l'archevêque métropolitain auprès de l'État. Il a acquis les 35 hectares. En 2014, Madame Joséphine Fati, qui porte plainte pour dire que le domaine la revenait, la justice de Koya l'a donné raison finalement. Vous êtes devant la cour d'appel. Ça, c'était en 2020. Maintenant, cette fois-ci, vous parlez aussi de 5 hectares, juste en face, là où se trouve, disons, l'école pour la formation des prochains prêtres et tout. L'un dans l'autre, aujourd'hui, quel est le domaine qui est au centre des conflits? Est-ce que ce sont les 35 hectares? Parce que nous apprenons, à ce niveau, il n'y a pas encore de solution, ou bien ce sont les 5 juste en face? Et c'est pas le domaine que la famille de Zofine, ça c'est déjà la Cour suprême. La Cour suprême, le dossier est pendant là-bas, on ne dit pas toucher le domaine, nous ne touchons pas. Il y a d'autres personnes qui touchent, mais nous, nous respectons les principes de droit, donc on nous a dit pas toucher, là-bas on ne touche pas. Le domaine, là où les frères habitent maintenant, quand la justice a tranché, nous a donné raison officiellement, nous avons l'ordonnance, nous avons le document en main. Et l'autre domaine qui est devant, qui ne faisait pas partie du conflit, c'est le domaine là que les populations, la famille Kalogo est en train de malmener et pousser la population pour venir récupérer, commandité par un autre qui s'appelle M. Barry, qui habite tout près, qui promet aux femmes de reconstruire un marché. Mais tout ça, je vous dis que c'est dirigé par Kiridi Bangoura, parce que c'est la promesse tenue par Kiridi Bangoura qui a dit aux femmes que si elles votaient pour le procès Alpha Condé pour les élections du 3e mandat, après les résultats, ils leur auraient donné le domaine. Donc les femmes n'ont pas eu la suite des crédits. Au jour d'aujourd'hui, elles disent que Crédit les a promis de rendre leur domaine, donc elles-mêmes viennent maintenant récupérer le domaine. Mais je tiens à préciser que ce domaine, c'est pour nous, nous avons les documents achetés. C'est pas octroyé à la façon coutumière, mais nous avons acheté légalement avec les papiers et dûment avec la force. Bien. Donc nous avons tous ces papiers avec nous. Laurent Aimable Leno, secrétaire général du Conseil d'IOC. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce matin, Laurent. On va pourquoi pas suivre ce dossier évidemment de plus près, hein, si vous le voulez bien. Le temps d'une pause, forcément, la prolongation à suivre, mesdames et messieurs, avec notre deuxième invité dans ce studio déjà, vous le voyez, c'est bien sûr Elhaj Mohamed Cherif Aïdara, il est imam. Et il est dans ce studio ce matin, on va dire pour briser le silence et puis pourquoi pas pour nous dire ce qu'il pense évidemment de tout ce qui se passe dans le pays. On revient à 11h. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.